J'étais de garde de nuit quand ma femme, mon frère et mon fils ont été amenés, tous inconscients. J'ai couru pour les voir, mais un médecin m'a doucement arrêté. Vous ne pouvez pas les voir pour l'instant, dit-il, la voix tremblante. J'ai demandé, pourquoi? Le médecin a baissé les yeux et a murmuré, la police vous expliquera tout dès son arrivée. Chapitre 1. Un minuit brisé. Les lumières de l'hôpital semblaient toujours grésiller plus fort à 2 heures du matin. Peut-être était-ce le silence des couloirs. Peut-être était-ce le poids de la fatigue qui pesait sur ma colonne vertébrale après 8 heures au service des urgences. Ou peut-être était-ce le fait que les gardes de nuit amenaient toujours les pires souffrances. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui est passé par l'interphone. Docteur Adam Carter, veuillez vous présenter immédiatement au box d'urgence 3. Code rouge, victime multiple. Ambulance en approche, arrivée estimée dans 2 minutes. J'étais à mi-chemin de la mise à jour du dossier d'un patient quand je l'ai entendu. J'ai lâché mon stylo et j'ai sprinté dans le couloir, ma blouse blanche flottant derrière moi. Quand j'ai atteint le box de traumatologie, les infirmières s'activaient déjà. Les secouristes ont fait irruption par les portes coulissantes avec 3 brancards. 3 corps, chacun immobile, chacun terriblement familier. Je me suis figé en plein élan. Non, ce n'est pas en train d'arriver. Le premier brancard, ma femme, Emma, ses cheveux blonds emmêlés et pleins de sang. Le deuxième, mon jeune frère, Caleb, le visage contusionné, une profonde entaille sur la tempe. Et le troisième, mon fils. Ben. Mes genoux ont failli flancher. Ben, ai-je crié, me précipitant en avant. Mais avant que je puisse les atteindre, une main a attrapé mon épaule. Ferme, douce, intentionnelle. C'était le docteur Reyes, le médecin de garde. Vous ne pouvez pas entrer là-dedans, dit-il à voix basse. Je l'ai dévisagé, les yeux fous, le souffle court. C'est ma famille, dis-je d'une voix rauque. Ma femme, mon frère, mon fils. Laissez-moi passer. Le docteur Reyes n'a pas bougé. Il a regardé autour de lui 1 fois, 2 fois, puis s'est penché et a murmuré, vous ne pouvez pas les voir pour l'instant. La police vous expliquera tout dès son arrivée. Mon monde a ralenti, s'est figé. Une sirène hurlait encore à l'extérieur. Les infirmières se déplaçaient dans un chaos maîtrisé. Mais pour moi, tout est devenu silencieux. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je chuchoté. Pourquoi la police? Son regard n'a pas croisé le mien. Et c'est là que j'ai su que ce n'était pas un simple accident. Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas. Chapitre 2. Lien de sang et mensonge. La police est arrivée 20 minutes plus tard. 2 officiers, en civil, le visage de pierre. Pendant que mes collègues travaillaient frénétiquement pour stabiliser Emma, Caleb et Ben, je suis resté figé près du poste des infirmières, les bras croisés fermement, les jointures blanches, l'esprit en vrille. On ne m'avait pas laissé entrer dans la salle de traumatologie. Pas même un aperçu, pas même un mot sur l'état de mon fils. Ben est fort, me suis-je murmuré. Il n'a que 16 ans. Il va s'en sortir. Mais mes tripes criaient plus fort que mes pensées. Et la façon dont le docteur Reyes m'avait regardé, ce regard baissé, cette bouche serrée, cette hésitation délibérée, ressemblait moins à de l'inquiétude médicale qu'à de la culpabilité. Finalement, l'officier Daniel s'est approché de moi, son carnet déjà sorti, ses yeux indéchiffrables. « Docteur Carter, dit-il formellement. Nous aimerions vous parler en privé. » Là-dedans, ai-je fait signe, les menant dans la salle de pause. J'ai fermé la porte derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je exigé. Il a échangé un regard avec son partenaire, puis a lentement commencé. Plus tôt cette nuit, vers 1h15 du matin, le véhicule de votre femme, immatriculé au nom d'Emma Carter, a été retrouvé encastré dans une glissière de sécurité sur la route départementale 7. Mon souffle s'est coupé. C'est à 20 minutes de chez nous. Il a hoché la tête. Oui. Les airbags se sont déployés. Les 3 passagers ont été retrouvés inconscients à l'intérieur. Votre fil était sur la banquette arrière. Je me suis penché en avant. Qui conduisait? Encore ce regard entre les officiers. Daniels a hésité. Nous sommes encore en train de le déterminer. Il y avait des preuves suggérant que votre frère était peut-être au volant. Quel genre de preuves? Il n'avait aucune marque de ceinture de sécurité.
Les airbags avant ne se sont déployés que du côté passager. De plus, il a fait une pause, il y avait des bouteilles de vin ouvertes dans le véhicule, plusieurs verres, et une carte clé d'hôtel coincée entre les sièges avant. Je ne comprenais pas, il buvait? Oui. J'ai cligné des yeux. Non, Caleb ne buvait pas. Il n'avait pas touché d'alcool depuis son arrestation pour conduite en état d'ivresse il y a 5 ans. Et Emma, elle y touchait à peine. Et qu'est-ce que Ben faisait dans la voiture à cette heure-là, surtout avec eux? Ma voix s'est brisée. Pourquoi? Pourquoi ma femme serait-elle dans une voiture avec mon frère et notre fils, seule la nuit sur une route de campagne avec du vin? Daniels n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti quelque chose de sa veste. Un petit sac en plastique transparent. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable. Celui d'Emma. Il n'était pas verrouillé quand nous l'avons récupéré, a-t-il dit. Je vais vous montrer quelque chose, docteur Carter. Mais j'ai besoin que vous vous prépariez. Il a ouvert le téléphone et a tapé sur la galerie de photos. Mon cœur battait la chamade. Il a levé l'écran. C'était un selfie. Emma devant le miroir d'un hôtel, ne portant rien d'autre qu'un peignoir. Les bras de Caleb autour de sa taille, lui embrassant le cou. L'horodatage indiquait minuit 48 cette nuit, 27 minutes avant l'accident. J'ai reculé d'un pas en titubant. Le mur m'a rattrapé. Non, ai-je murmuré. Non, non, il n'aurait pas fait ça. La voix de l'officier était basse. Je suis désolé. Mes jambes ont presque cédé. Ce n'était pas une liaison avec un collègue. Ce n'était pas une aventure secrète en ligne. C'était ma femme et mon frère, et ils avaient emmené mon fils dans la voiture. Peut-être qu'il avait découvert. Peut-être qu'il les avait surpris. Peut-être. L'officier a posé une main ferme sur mon épaule. Il y a plus, a-t-il dit doucement. Mais je n'écoutais pas. La photo me brûlait la rétine, et tout ce à quoi je pouvais penser était, depuis combien de temps est-ce que je dormais à côté d'une femme capable de faire une chose pareille? Chapitre 3. Ce dont mon fils se souvenait. Le couloir des soins intensifs était silencieux. Ben avait été stabilisé et déplacé dans une chambre privée tandis qu'Emma et Caleb restaient dans un état critique et sous sédatif. Je n'avais vu ni l'un ni l'autre. Non pas que j'en ai eu envie. Chaque seconde où ils étaient inconscients me semblait être une étrange miséricorde. Si je devais les regarder dans les yeux, je ne savais pas ce que je dirais ou ferais. Mais Ben, mon fils, était réveillé. Une infirmière m'a trouvé faisant les 100 pas juste à l'extérieur de l'aile de traumatologie. Docteur Carter, il est conscient. Il demande à vous voir. Mon cœur a fait un bond tout en se serrant. J'ai poussé doucement la porte et suis entré. Il était là, pâle, les lèvres gercées, un bandage au-dessus de son sourcil gauche. Mais ses yeux, c'étaient toujours les yeux de mon garçon, alertes, intelligents, brûlant d'une chose qu'il ne savait pas comment exprimer. Papa, a-t-il dit d'une voix rauque. Je me suis précipité à ses côtés et j'ai saisi sa main. Je suis là, Ben. Je suis là, fiston. Tu vas bien maintenant? Il a regardé autour de la pièce comme s'il essayait encore de se convaincre que ce n'était pas un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis ici? Je ne voulais pas le submerger, mais je devais savoir. Tu as eu un accident de voiture, dis-je prudemment. Avec ta mère et Caleb. Ses yeux se sont plissés. Je me souviens. Sa voix s'est éteinte, ses lèvres tressaillant alors que des fragments lui revenaient. On roulait. Je criais. Sur quoi criais-tu? Ai-je demandé, doucement mais fermement. Il a cligné des yeux. Il s'embrassait sur le siège avant. Je l'ai vu. Mon estomac s'est noué. Il a continué, sa voix tremblant maintenant. On était censé rentrer à la maison. Maman m'a dit qu'on allait juste chercher quelque chose chez oncle Caleb, mais ensuite ils se sont arrêtés à un motel. Elle m'a laissé sur la banquette arrière pendant presque 1 heure. Je pensais qu'elle lui parlait ou quelque chose comme ça. Il a détourné le regard, honteux. Je suis sorti. Je suis allé regarder par la fenêtre. Ils étaient au lit. J'ai fermé les yeux. La fureur, le dégoût, le chagrin. Tout bouillonnait dans ma poitrine. Je les ai confrontés, a poursuivi Ben. J'ai hurlé, crié, je lui ai dit qu'elle était dégoûtante.
Elle a ri, disant que je ne comprenais pas l'amour des adultes. Caleb a essayé de me calmer, mais je lui ai dit de se taire. Je lui ai dit qu'il n'était plus mon oncle. La mâchoire de Ben tremblait. Elle a dit qu'on devait en parler en famille. Elle m'a forcé à remonter dans la voiture. Elle a dit qu'elle était désolée que je l'ai découvert de cette façon. Puis ils ont commencé à boire. J'étais à l'arrière en train de pleurer et eux, ils buvaient et parlaient comme si je n'étais même pas là. Il déglutit difficilement. Je l'ai supplié d'arrêter de conduire. Elle n'a pas voulu écouter. Caleb a dit qu'il conduirait, mais elle a ri et a dit « On est tous en vrac ce soir. Autant y aller à fond. » La dernière chose dont je me souviens, ce sont les phares. Quelque chose qui arrivait vite. Puis plus rien. Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait. Non seulement ils m'avaient trahi, mais ils avaient entraîné mon fils dans leur fantasme tordu et alcoolisé. Ils avaient mis sa vie en danger, brisé son innocence, puis essayé de faire comme si c'était une affaire de famille à régler autour d'une bouteille de vin. Non, pas cette fois. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était de la maltraitance. C'était une mise en danger de la vie d'autrui. Cela allait se terminer dans des salles d'audience, avec des réputations ruinées et des peines de prison. Je me suis levé lentement, écartant les cheveux de Ben de son front. « Tu es en sécurité maintenant », lui ai-je dit. Puis je suis sorti de la chambre. Le feu dans la poitrine, imbu dans ma démarche. J'avais la vérité. J'avais des preuves. Et je n'avais plus rien à perdre. Chapitre 4. L'heure des comptes commence. Le lendemain matin, je n'étais plus seulement un mari en deuil et un frère trahi. J'étais un homme en mission. J'avais le témoignage de Ben. J'avais le téléphone d'Emma avec des photos accablantes et des journaux de discussion qui montraient clairement que ce n'était pas un dérapage ponctuel et alcoolisé. Cela durait depuis des mois. Et j'avais les dossiers de l'hôpital montrant les taux d'alcoolémie d'Emma et de Caleb. Tous deux légalement en état d'ivresse. Cela, combiné à l'accident, ce n'était pas seulement une trahison. C'était un crime. Je me suis assis dans mon bureau, j'ai fermé les stores et j'ai passé un appel. Jason, c'est ta dame. J'ai besoin d'une faveur. Une grosse. Jason était un avocat spécialisé en droit de la famille que je connaissais depuis des années. Vif, discret et froid quand il le fallait. Après que je lui ai tout expliqué, il est resté silencieux un instant. « Tu veux une procédure de divorce ?» a-t-il demandé. « Oui, un dépôt en urgence immédiat. » « Et les poursuites pénales ?» J'ai hésité, puis j'ai serré le poing. « Je veux tout. Ils ont mis la vie de mon fils en danger. Je veux que cela devienne public, légal, bruyant. » Il y a eu une pause, puis, alors on commence aujourd'hui. À midi, nous avions déposé une demande de divorce avec une ordonnance restrictive temporaire pour empêcher Emma de contacter Ben ou moi. Le soir, j'avais remis toutes les preuves numériques à l'officier Daniels, qui a confirmé que le procureur poursuivrait probablement pour mise en danger d'enfant et conduite en état d'ivresse avec un mineur à bord. Et le coup de grâce, j'ai envoyé un tuyau anonyme avec des photos en pièces jointes au comité d'éthique de l'hôpital, où Emma travaillait encore techniquement comme conseillère principale. Dans son rôle, elle conseillait des patients vulnérables, y compris des adolescents. L'hypocrisie me donnait la nausée. Ce soir-là, je suis retourné à l'hôpital et je me suis tenu devant la chambre de Caleb. Il était toujours inconscient, un enchevêtrement de perfusion et de machines qui respiraient pour lui. Je l'ai regardé longuement à travers la vitre. C'était le frère qui me protégeait des brutes. Le frère qui a pleuré à mon discours de mariage. Et il avait tout gâché pour un fantasme égoïste avec ma femme. On pense qu'on verra toujours venir la trahison. On pense qu'elle sera tape à accent grave-l'œil, évidente, dramatique. Mais parfois, c'est votre propre sang qui embrasse votre femme dans votre dos. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de l'ami d'Emma, Lindsay. Adam, elle est réveillée. Elle panique. Elle a essayé de t'appeler. Elle est bloquée. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Qu'elle ne voulait pas que ça aille aussi loin. J'ai failli rire. Elle a conduit ivre avec mon fils sur la banquette arrière, Lindsay. C'est aussi loin que ça puisse aller. Elle dit que tu réagis de manière excessive. Je suis resté silencieux un instant. Alors dis-lui ça, ai-je dit. Dis-lui que je ne suis plus en colère. Je suis concentré.
Et j'ai raccroché. Parce que ce n'était plus une question de colère maintenant. C'était une question de responsabilité. Et quand j'en aurais fini, Emma et Caleb ne seraient pas seulement exposés. Ils seraient finis. Chapitre 5. L'effondrement de leur royaume. La semaine suivante, ce n'était plus seulement un scandale familial. C'était une nouvelle. Quelqu'un du comité d'éthique de l'hôpital avait fait fuiter le rapport. Peut-être une infirmière, peut-être un administrateur. Peu importait. Ce qui importait, c'est que les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre dans les médias locaux. Une conseillère familiale renommée suspendue sur fond d'allégations de conduite en état d'ivresse avec un mineur et de relations inappropriées avec le frère de son mari. Des photos du téléphone d'Emma. Des citations de la source anonyme. Des mentions de l'enquête policière en cours. Le public a dévoré chaque mot. Je me suis assis dans mon salon, la télé en sourdine, regardant le visage d'Emma défiler à l'écran, une vieille photo professionnelle à côté des mots, l'hypocrisie à son paroxysme. Les commentaires en ligne étaient brutaux. Comment quelqu'un qui conseille des adolescents peut-il conduire ivre avec un enfant dans la voiture? Si c'était un homme, il serait déjà en prison. Elle a de la chance que le gamin ait survécu. J'espère que le mari la poursuivra jusqu'à la ruiner. Et dans un fil de discussion privée sur Reddit que quelqu'un avait créé, des centaines de personnes discutaient de la trahison d'un conjoint et d'un frère. Internet ne l'a pas seulement exposée, il l'a mise en pièces. Pendant ce temps, l'entreprise de Caleb, une start-up technologique en plein essor où je l'avais autrefois aidé à développer son réseau, a tenu une conférence de presse. Le fondateur, un ami commun, a parlé clairement, nous prenons ces allégations très au sérieux. Monsieur Caleb Carter a été mis en congé pour une durée indéterminée en attendant l'enquête. Il n'avait pas le choix. Les actionnaires qualifiaient déjà cela de cauchemar en termes de relations publiques. Puis est venu le jour de la première audience au tribunal. Divorce, droit de garde, renouvellement de l'ordonnance restrictive et audience d'urgence pour la tutelle temporaire, tout en une seule séance. Emma se tenait dans la salle d'audience, pâle, le visage émacié sans maquillage, les yeux fuyants comme si elle cherchait quelqu'un, n'importe qui, pour la protéger. Caleb était toujours hospitalisé, donc il n'était pas là. Mais Emma, elle n'avait plus personne. Même son avocat semblait fatigué d'elle. Le mien, en revanche, était un prédateur dans un costume sur mesure. Lorsque le juge a demandé si j'avais quelque chose à soumettre comme preuve, j'ai remis ce qui suit. Un disque dur contenant des photos et des vidéos du téléphone d'Emma. Une transcription imprimée des messages entre elle et Caleb, certains discutant de la manière de faire taire Ben. Le témoignage écrit et signé de Ben, approuvé par le psychologue du tribunal, décrivant la nuit de l'accident. Une liste de témoins. Un membre du personnel du motel, une infirmière qui a entendu Emma dire « Je pensais qu'il dormait à l'arrière », et une collègue d'Emma à qui elle s'était confiée sur son amour secret pour Caleb. Le juge a parcouru les dossiers en silence. Emma n'a pas pleuré. Elle a craqué. Ses mains tremblaient. Ses épaules se sont recroquevillées comme si elle essayait de disparaître. Et quand le juge a levé les yeux et a dit « Garde exclusive temporaire accordée au père », l'ordonnance restrictive complète contre Madame Carter est prolongée. L'examen d'urgence pour mise en danger d'enfant sera transmis au tribunal pénal. Emma a finalement murmuré « J'ai tout perdu, n'est-ce pas ?» Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste pris mon manteau, posé une main réconfortante sur l'épaule de Ben et j'ai dit « Non, tu l'as jeté. » Chapitre 6. Le dernier adieu. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'audience. Caleb avait discrètement vendu ses parts dans l'entreprise et avait déménagé hors de l'État, humilié et rejeté à la fois par le monde de la tech et par notre famille élargie. Personne ne voulait être associé à lui. Pas après les tabloïds, pas après les textos divulgués, et surtout pas après les accusations. La licence de conseillère d'Emma a été officiellement révoquée après que le comité d'éthique a conclu son examen. Le tollé public, associé à sa conduite, a rendu toute réintégration impossible. Son nom a été définitivement retiré du registre. Elle avait perdu sa carrière, sa crédibilité, sa garde et le fantasme qu'elle s'était imaginé avec Caleb. J'étais à la maison avec Ben un samedi après-midi tranquille. Il s'était remis à dessiner dans son carnet, fredonnant pour lui-même. La lumière en lui était lentement revenue. C'est alors que mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Allô?
Il y eut un silence. Puis, Adam? C'était Emma. Sa voix était rauque, basse, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes. Je n'ai rien dit. Je sais que tu me détestes probablement, a-t-elle poursuivi, la voix tremblante. Mais je voulais expliquer. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai dit froidement, vas-y. Elle a inspiré profondément. Caleb et moi, ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de moi. Je me sentais piégé, je m'ennuyais, comme si la vie était devenue si routinière, et je me noyais. Il m'écoutait. Il me faisait sentir désiré. Pendant que je travaillais de nuit pour subvenir aux besoins de cette famille, dis-je sèchement. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais que j'ai tout détruit. Mais peut-être que si tu avais été plus présent émotionnellement. Je l'ai coupé. N'ose même pas rejeter la faute sur moi. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as mis en danger la vie de notre fils. Tu étais ivre dans une voiture avec un mineur sur la banquette arrière, en train de te bécoter avec mon frère. Sa voix s'est brisée. J'ai tout perdu, Adam. Je pensais que peut-être qu'un jour on pourrait parler. Peut-être que tu pourrais me pardonner. J'ai fermé les yeux un instant. Puis j'ai dit, calme et clair, le pardon ne m'appartient pas. Il appartient aux personnes que tu as blessées, et je ne suis pas là pour t'aider à te sentir mieux à propos de ce que tu as fait. Je suis là pour protéger mon fils et enterrer chaque illusion que tu as pu avoir d'être la victime. Elle s'est mise à sangloter. Je n'ai pas bronché. Adieu, Emma. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, Ben et moi étions assis dehors sur le porche. Il a levé les yeux vers les étoiles et a dit, « Tu penses que les gens peuvent changer ?» J'y ai réfléchi, puis j'ai répondu, « Oui, mais certains ne le font qu'après avoir perdu tout ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir perdre. » Il a hoché la tête lentement, satisfait. Et moi? Je n'avais plus de rage, plus de désir de vengeance, seulement la paix. Parce que les personnes qui avaient autrefois incendié mon monde se tenaient maintenant dans les cendres de leur propre choix, tandis que j'avançais main dans la main avec mon fils vers un avenir enfin libéré de mensonges. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous pour plus de récits de trahison et de justice à couper le souffle. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.